Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans l'agenda de Flashback du mois de juillet, on parle des nombreuses ressorties en salle, parmi lesquelles le méconnu Miracle Mile de Steve DeJarnett, le cultissime Lauréat de Mike Nichols, l'insolite Icus de Sidney Lumet et le sulfureux Fight Club de David Fincher. On revient sur l'événement Tarkovsky, le cycle Good Cop, Bad Cop à la Cinémathèque, le Festival international de La Rochelle, ainsi que les cinémas en plein air à la Cinémathèque de Toulouse et l'Institut Lumière. Dans l'actualité particulièrement riche des ressorties de ce mois de juillet, débutons avec un film très méconnu, que j'avoue je ne connaissais pas avant de le découvrir très récemment. C'est un film de Steve DeJarnett, Miracle Mile. Il a la particularité d'être l'unique long métrage de ce cinéaste. Le film est ressorti depuis le 28 juin en copie restaurée. Alors il se déroule durant une nuit à Los Angeles. Un homme reçoit l'appel d'un militaire affolé qui lui apprend que des missiles nucléaires vont s'abattre sur la ville. Le film est quasiment raconté en temps réel. Les habitants n'ont plus qu'une heure et des poussières pour s'échapper. Alors c'est un film qui a mis d'abord des années à voir le jour. Steve DeJarnett écrit une première version en 1979 et mettra 10 ans à concrétiser le projet, passant notamment entre les mains de la Warner, qui voulait en faire un épisode de la 4e dimension. Un film, il faut le dire, passé un peu inaperçu à sa sortie, qui trouve donc là une nouvelle jeunesse. Alors ce qui est assez frappant en le voyant, c'est qu'il transpire les années 80 par tous les pores de l'image. Alors rien que pour la coupe de cheveux improbable de l'actrice Mare Winningham, aucun cinéaste n'oserait faire ça aujourd'hui, mais c'était un peu le charme du film. Et puis surtout, ce qui est très bien rendu par Steve DeJarnett, c'est le sentiment de catastrophe. Un critique à l'époque l'avait comparé à After Hours de Scorsese, mais c'est assez vrai. C'est une sorte de After Hours sous Apocalypse, et très convaincant dans sa mise en scène, malgré le faible budget que Steve DeJarnett avait eu à l'époque. Un film donc tout à fait dans son époque, où le péril nucléaire était dans toutes les têtes. C'est un des films préférés de Joe Dante. Tout à fait. Grand amateur de péril nucléaire. Tout à fait, et ça se ressent vraiment très bien dans le film. Et puis, DeJarnett le dit lui-même, certains peuvent aussi voir une métaphore de l'Amérique d'aujourd'hui, selon les interprétations qu'on peut en faire. Il n'empêche qu'il ne réalisera plus de films pour le cinéma, continuant sa carrière à la télévision. Une œuvre donc tout à fait insolite à voir dans les salles sur la musique originale de Tangerine Dream. I can't believe it, but we're locked into it. 50 minutes and counting. Hey, is this some kind of prank or something? It's for real, Dad. It's no drill. I know it, but they're gonna get me when I pass out. Hey! What the hell's going on? Tell me what's going on. Well, come on. it's a secret. Is that what it is? A meltdown? Keep your mouth shut. Don't look back, all right? God, where do you begin? En 1967, un jeune acteur d'une trentaine d'années déjà, inconnu à l'époque, allait connaître la gloire. C'est bien sûr Dustin Hoffman, tête d'affiche du Lauréat de Mike Nichols, qui donc sort en 1967 et qui fête ses 50 ans et qui, pour le coup, mon cher Antoine, ressort le 12 juillet en version restaurée 4K. Alors je rappelle très rapidement l'histoire. Hoffman joue un étudiant couvert de diplômes qui rencontre Mrs. Robinson, Anne Bancroft, une amie de ses parents. Celle-ci va lui faire découvrir les plaisirs de l'amour avant qu'il soit attiré par la fille des Robinson, Hélène, campée par Katharina Ross, film qui a marqué évidemment plusieurs générations sous la musique inoubliable de Samuel & Garfunkel. Alors justement, sur le Lauréat, il y a quelques éléments. Il y a évidemment les deux chansons phares de Simon et Garfunkel, c'est-à-dire Mrs. Robinson et surtout Sounds of Silence, qui est vraiment le son de la fin des années 60. C'est vraiment cette chanson, quoi. Elle est totalement mythique. Vous dites fort justement que c'est le film qui a lancé la carrière de Dustin Hoffman. C'est vraiment le film qui en a fait une star. Mais il faut savoir que c'est après Autant en emporte le vent, l'une des plus grosses chasses de tête de l'histoire d'Hollywood, puisque parmi les jeunes gens qui avaient été auditionnés pour ce film, il n'y a pas moins que Robert Redford, Warren Beatty
Jack Nicholson. Toutes les stars de l'époque. Donc en toutes les stars en devenir de l'époque. Les acteurs prometteurs, ouais. Enfin, Redford était déjà connu. Ouais. Mais bon. Et donc c'est vraiment, en quelque sorte, il y avait une seule place sur le tremplin, et donc c'est Dustin Hoffman qui l'a eu. Cela dit, les autres ont quand même assez bien réussi. Il y avait même parmi ceux qui ont été très sérieusement auditionnés pour le rôle, Burt Ward, qui lui est connu des amateurs de science-fiction à 2 balles, parce que c'est le Robin dans les Batman avec Adam West. Donc c'est très grosse chasse de tête pour ce rôle, et puis chasse de tête aussi dans une certaine mesure pour le rôle de Mrs. Robinson, parce que à l'origine, ce n'est pas du tout Anne Bancroft qui était prévue. Je vous rappelle que Anne Bancroft, elle a 6 ans de plus seulement que Dustin Hoffman, alors qu'elle est censée être une femme d'âge mûr qui va l'initier à la vie. Donc on est vraiment dans du cinéma, quoi. Il a fallu que Anne Bancroft accepte de se vieillir, et donc on avait pensé à l'origine à quelqu'un qui était nettement plus âgé pour de vrai que Dustin Hoffman, qui était Doris Day. Donc Doris Day, star populaire du cinéma américain, qu'on voit notamment dans L'homme qui en savait trop chez Hitchcock, mais qu'on voit aussi dans énormément de comédies musicales. À l'époque, sa carrière commençait à végéter un peu, ça aurait pu la relancer. Et ben, figurez-vous que le scénario est passé entre les mains du mari de Doris Day, qui a trouvé que cette histoire était sale et qui ne l'a même pas passé à sa femme. Ils sont restés ensemble après ? Oui, je crois quand même. Hey, there's the award-winning scholar! We're all very proud of you, Ben. What is it, Ben? I guess about my future. Do you find me undesirable? Oh, no, Mrs. Robinson. I think you're the most attractive of all my parents' friends. I don't want to close my eyes. I might miss something. Maybe we could do something else together. Mrs. Robinson, would you like to go to a movie? The world is changing faster than you. Say hello to Mrs. Robinson, Benjamin. Hello, Benjamin. Hello, Mrs. Robinson. Autre ressortie de ce mois de juillet, un film très curieux de Sidney Lumet, réalisé en 1977, Iccius, qui ressort en version restaurée le 12 juillet. Film dans lequel Richard Burton interprète un psychiatre pour enfants qui étudie le cas d'un adolescent de 17 ans qui a crevé les yeux de 6 chevaux avec une pique de métal. Alors, c'est l'adaptation de la pièce d'Anthony Sheffer, l'auteur célébré de Amadeus, avec les mêmes interprètes que sur scène, puisque Richard Burton et Peter First l'avait donc déjà joué au théâtre avant cette adaptation au cinéma. Burton, dont la carrière à l'époque était en déclin, espérait beaucoup que ce film le relancerait, mais malgré une nomination à l'Oscar, il enchaînera par la suite des films, il faut bien le dire, très oubliables. Et pour l'anecdote, à cause de son alcoolisme tout de même avéré, les producteurs ne voulaient pas entendre parler de lui pour le rôle, le proposant d'abord à Jack Nicholson et Marlon Brando. Alors, c'est vrai que c'est un film... Et qui sont des types d'ailleurs totalement sobres. Totalement, voilà. C'est comme quoi les producteurs ne sont pas... Surtout Brando. Surtout Brando, c'est bien connu. Donc, malgré donc ce très bon choix de Richard Burton, c'est un film plutôt mineur dans la carrière de Lumet. Il faut le rappeler qu'en 77, Lumet sort de sa période glorieuse qui va de Serpico à Un après-midi de chien en passant par Network. Il vient de faire Network. Donc il est vraiment dans une série exceptionnelle. Et donc il accepte un peu cette commande d'Anthony Sheffer. Alors c'est vrai que c'est un film imparfait, très bavard et psychanalysant aussi, et qui souffre beaucoup de ses origines théâtrales, mais qui vaut, je trouve, vraiment pour l'intensité de ces deux interprètes, évidemment Richard Burton en tête. Ouais, Burton qui confirme encore dans ce film qu'à chaque fois qu'on lui confie des types assez bizarroïdes, ce qu'il était probablement d'une certaine manière, il est quand même bon, quoi. Et enfin, changement de registre, une sortie plus récente pour un film qui à l'époque était très controversé, mais qui est plus proche de nous, c'est Fight Club de David Fincher, réalisé en 1999, qui ressort déjà, et oui, en version restaurée le 26 juillet, l'histoire d'un homme prisonnier de la société consumériste qui rencontre une sorte d'ange exterminateur, Tyler Durden, mi-gourou, mi-anarchiste, qui va l'entraîner dans le Fight Club, un lieu clandestin où l'on exalte la masculinité. Alors à l'époque, Fincher adapte le roman un peu barré de Chuck Palahniuk avec son exigence coutumière. Il aurait tourné plus de 1500 prises, ce qui est... je ne sais même pas si Kubrick est arrivé à ce chiffre-là, mais enfin, ça montre quand même le perfectionnisme du bonhomme et livre une œuvre très nihiliste et surtout
très très malmené à sa sortie par une grande partie de la critique, qui aujourd'hui considère David Fincher comme un très grand cinéaste, comme quoi la critique n'a pas toujours eu raison, c'est le moins qu'on puisse dire, qui le rejette donc assez violemment, traitant le film de dangereux, voire même de fasciste, et même le relatif échec commercial du film a coûté à l'époque son poste au patron de la Fox, Bill Mechanic, qui sera pratiquement renvoyé sur le champ suite à cet échec, et pourtant presque 20 ans plus tard, le film n'a rien perdu de son souffle et de son souffle également de mise en scène. On est assez stupéfait par l'inventivité de Fincher, malgré une volonté des pattes qui est parfois un peu étouffante. On est encore une fois assez sidéré par le jeu des acteurs, Brad Pitt dans ce double maléfique, Edward Norton également, qui joue formidablement les neurasthéniques. Alors, seule légère réserve, mais je ne vais pas trop le dévoiler, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de le voir, que le twist final, je trouve, amoindrit un peu l'aspect contestataire du film, mais en tout cas, il n'empêche que c'est sans doute l'œuvre la plus provocatrice, la plus jusqu'au boutiste de David Fincher, donc, à redécouvrir sur les écrans le 26 juillet. I want you to hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself? You've never been in a fight. Wait. Let me start earlier. Like many of you, I was stuck. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? This is your life, and it's ending 1 minute at a time. I prayed for a different life. Soap. I make and I sell soap. And this is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Oh. Ow! It hit me in the ear! It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. L'événement de ce mois de juillet s'appelle Andreï Tarkovski. Et oui, le cinéaste russe est honoré d'abord à la Cinémathèque française à l'occasion d'une rétrospective de son œuvre qui a débuté le 28 juin et qui se poursuit jusqu'au 12 juillet. Et puis également la restauration de 5 de ses films, L'Enfance d'Ivan, Andrei Roublev, Solaris, Le Miroir et Stalker, en salle dès le 5 juillet. Alors, Andreï Tarkovski, c'est une des œuvres les plus étudiées et célébrées de l'histoire du cinéma et aussi l'une des moins pléthoriques. 7 films en 25 ans. Une des explications à cela, c'est évidemment qu'il meurt jeune d'un cancer à 54 ans en 1986. Alors, après avoir étudié au VGIC de Moscou, l'Institut fédéral d'État du cinéma, et réalisé un court-métrage, Les Tueurs, adapté d'Hemingway, oui, il est consacré dès son premier film, en 1962, L'Enfance d'Ivan, qui le vaut le Lion d'Or à Venise. Alors, il subira ensuite de nombreux problèmes avec la censure soviétique dès Andrei Roublev et puis des productions chaotiques, Stalker, tourné sur 2 ans, qui le conduiront à quitter la Russie au début des années 80. Alors, il disait que la poésie n'était pas un genre, mais un état d'esprit, et surtout, une phrase qui exprime très très bien la dimension de son œuvre, quand il dit que la fonction de l'art n'est pas, comme le croient certains artistes, d'imposer des idées ou de servir d'exemple, elle est de préparer l'homme à sa mort, de labourer et d'irriguer son âme, et de la rendre capable de se retourner vers le bien. Voilà une déclaration très intimidante, Antoine, pour une œuvre assez écrasante, adorée, on le sait, de très nombreux cinéphiles. C'est très exigeante, parfois obscure, et pas toujours facile d'accès. En fait, Tarkovski, l'œuvre c'est très différent, mais il a un peu le même sujet que Vaida finalement. C'est-à-dire que c'est à la fois un grand cinéaste et il est le cinéaste d'une certaine manière officielle de la perestroïka, comme Vaida est le cinéaste officiel du mouvement Solidarność. Bon, et ce qui n'empêche pas que quand vous regardez un certain nombre de films de Vaida, notamment d'ailleurs plutôt les premiers, ils sont absolument extraordinaires. Et chez Tarkovski, il y a un peu aussi cette dimension qui est un petit peu intimidante, et donc vous avez une partie des gens qui vous disent il faut aimer Tarkovski parce que c'est quand même le cinéaste qui a en profondeur, notamment dans Stalker, fait comprendre l'espèce de vacuité du système soviétique, et en plus il l'a fait sans jamais vraiment critiquer le système de manière frontale, mais en le faisant par des allégories qui sont très russes, et qui en ce sens sont un vrai reflet de l'âme russe, mais bon, c'est plus une fonction que quelque chose qui va nous émouvoir en profondeur. Et puis après, vous avez des gens qui sont profondément émus par les films de Tarkovski, bien entendu.
inattendu. Alors c'est un cinéaste évidemment spirituel, mystique dans nombreux de ses films, hein, c'est très très frappant. Alors c'est une œuvre qui en effet se séduirait presque quand on voit par exemple Le Miroir, son film sans doute le plus autobiographique mais peut-être le plus difficile d'approche. En tout cas c'était un cinéaste qui a frappé, qui frappe encore par la puissance de ses images qui sont inoubliables, que ce soit La Zone Interdite de Stalker, Les Plans oniriques de l'enfance d'Ivan, qui est pour moi sans doute mon film préféré, qui est un film à la puissance onirique assez extraordinaire. Et puis c'est assez frappant de voir à quel point les cinéastes se réfèrent en permanence à Tarkovsky. Certains même lui dédient leurs films. Wenders dans Les Ailes du désir, Lars von Trier dans Antichrist s'en inspire fortement. Ça a même créé d'ailleurs quelques remous. Iñárritu, très récemment, dans son Revenant. Quand certains en font même carrément des remakes. Soderbergh, qui reprend le roman de Stanislas Lem, Solaris, pour en faire un film aussi très personnel. Une œuvre donc qui a résisté au temps et qui se poursuivra. 7 films seulement. Donc une œuvre à contempler dans de magnifiques versions restaurées. Вот еще эксперимент. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. Да фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдумано. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. Et nous venons d'entendre un extrait du film Stalker. Autre rétrospective, un cycle plutôt consacré à la figure du flic américain dans les années 60-70. C'est le cycle Good Cop, Bad Cop, également à la Cinémathèque française du 5 au 30 juillet. La figure du flic qui a été totalement, on va dire, remis au goût du jour à l'époque de manière beaucoup plus violente, beaucoup plus âpre, parfois aussi très dure. Alors dans des films évidemment très connus comme L'inspecteur Harry notamment ou Bullitt, et puis Antoine dans des films plus méconnus. Oui, il y a des films plus méconnus et il y en a certains qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Alors, vous allez retrouver effectivement des Fleischer, des Peter Yates, des Siegel, etc. Mais vous avez par exemple un film qui s'appelle Les Pirates du métro de Joseph Sargent, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, il a inspiré d'une certaine manière Tarantino parce que dans ce film, les preneurs d'otages s'appellent Mr. Grey, Mr. Green, Mr. Blue, Mr. Brown. Donc, évidemment, on est dans l'univers de Reservoir Dogs. Et puis, la société est présentée de manière très crue. On voit d'ailleurs un portrait de New York qui est très raciste. C'est très étonnant. C'est vraiment violent, assez accusateur. Et tout ça dans un film policier qui est un polar, un film de suspense, très bien organisé, très épuré, et avec en même temps un truc assez drôle qui est que Walter Matthau joue le chef des flics du métro qui est censé disposer d'une installation vidéo tout à fait performante qui lui permet de savoir tout ce qui se passe, et au moment où il est en train de montrer à des collègues japonais toute l'excellence de son système, c'est le moment où tout tombe par terre parce qu'il y a des types qui ont pris en otage une rame de métro. Voilà, Walter Matthau qu'on retrouvera tout à l'heure dans le film de Don Siegel, Tuer Charlie Varick. Autre événement majeur de ce mois de juillet, c'est le Festival international de La Rochelle, qui a débuté le 30 juin et qui se poursuit jusqu'au 9 juillet, qui célèbre 2 cinéastes que nous avons évoqués, Andrei Tarkovsky, et oui, décidément, il n'est pas qu'à la Cinémathèque et dans les salles, mais il est aussi au Festival de La Rochelle, avec des événements autour de cette rétrospective, une conférence notamment Les objets dans le cinéma, le vendredi 7 juillet, une table ronde animée par Jean-Christophe Ferrari, et puis une lecture par Dominique Raymond, les extraits du journal d'Andrei Tarkovsky. Ça, ce sera le dimanche 9 juillet. Et puis Alfred Hitchcock est également honoré avec une rétrospective de nombreux de ses films, avec en avant-première L'ombre d'un doute. Nous en reparlerons puisqu'il ressort en salle au mois d'août. Et puis une séance exceptionnelle de Fenêtre sur cour, les génériques du maître du suspense, avec l'association We Love Your Name. C'est la participation de Stéphane Le Rouge. Ce sera le samedi 1er juillet, des ciné-concerts, une exposition. Et puis d'autres cinéastes seront honorés comme Michael Kakoyanis, une rétrospective de 5 films en copie restaurée, des cinéastes contemporains aussi comme Laurent Canté ou Ruben Mendoza. Volker Schlöndorff viendra également présenter son dernier film et surtout la version Director's Cut de son Tambour, Palme d'Or au Festival de Cannes. Le japonais Katsuya
Tomita, le roumain Andrei Ujica, et puis également des rétrospectives plus contemporaines, sans oublier 12 films restaurés et réédités, et un cycle Laurel et Hardy, une journée avec Gabin, où l'on pourra revoir en avant-première de sa restauration La vérité sur Bébé Donge d'Henri Decoing, et puis une nuit avec Schwarzy, et oui, Schwarzenegger qui envahira, on n'espère pas trop quand même, La Rochelle avec Total Recall, Last Action Hero et en première, pour la première fois en France en 3D, nous en reparlerons aussi dans Flashback, Terminator 2 de James Cameron en 3D, supervisé par le maître lui-même. Et l'été est bien sûr propice au cinéma en plein air. L'Institut Lumière le propose du 27 juin au 29 août. Le cinéma en plein air, l'Institut Lumière, qui se déroulera place Ambroise Courtois à Lyon. Alors il y a une petite dizaine de films qui vont de films contemporains à des films évidemment plus anciens. On peut citer notamment To Be or Not To Be, Le Juge et l'Assassin pour une poignée de dollars, Air, ou encore Mélodie en sous-sol. Et puis la Cinémathèque de Toulouse propose également une très belle programmation de cinéma en plein air du 7 juillet au 28 août. La Cinémathèque de Toulouse se transforme en salle de cinéma à ciel ouvert. Vraiment, ce moment est devenu depuis 10 ans un des temps forts de la saison et de la vie culturelle toulousaine. Durant 7 semaines, une quarantaine de grands films de l'histoire du cinéma défileront sur l'écran installé sur la façade du bâtiment. Ça va de La main au collet à On connaît la chanson en passant par New York 97, Le train sifflera 3 fois, Divorce à l'italienne, Le sport favori de l'homme. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Et puis, au milieu de tout ça, Buffet froid de Bertrand Blier, Gérard Depardieu, Michel Serrault et les dialogues inoubliables de Monsieur Bertrand Blier. Et quel est le salopard qui vous a fait ça? Un jeune, avec un manteau. Dans mon genre? Oui. À votre place, moi je me devinerais. Mais c'est pas moi, ça peut pas être moi. J'arrive, j'étais pas là. J'ai pas dit que c'était vous. Alors c'est qui? Mais j'en sais rien, j'ai pas fait tellement attention. Ben, vous pourriez ouvrir les yeux dans des cas pareils. Est-ce que vous allez finir par me foutre la paix? Je meurs. Barrez-vous. Je peux pas vous laisser comme ça. Mais si. J'en ai vu d'autres. Mais là, vous risquez de plus de voir grand-chose. Oh, c'est juste un mauvais moment à passer. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.